Seigneur n'est pas avec nous, on ne peut effectivement rien faire. Et que le thème qui m'est proposé n'est pas un thème familier au renouveau. Nous venons souvent pour voir si une dent peut pousser, si les cheveux peuvent noircir, si on peut mieux voir, mais on ne vient pas souvent pour savoir si notre pays a ratifié une convention internationale. Nous ne venons pas pour savoir si notre pays fait partie du mécanisme africain de l'évaluation par les pairs, le MAEF. Est-ce que nous sommes membres? Parce qu'il n'y a que 35 pays membres du MAEF en cette année 2013. Et parmi ces 35 pays, il y en a 17 seulement qui ont mis en œuvre, qui ont procédé à l'évaluation, qui ont confirmé, qui font des rapports chaque année à la conférence des chefs d'État. Or, il s'agit d'une question très importante. Les chefs d'État africains ont considéré que il est maintenant temps, avec les cadres qu'il y a en Afrique, que les pays africains, les nations africaines, les États africains acceptent de s'évaluer eux-mêmes, qu'ils n'attendent pas d'autres experts, que des gens ne viennent pas d'autres horizons pour nous dire au niveau d'un quartier de ville, au niveau d'un village, dans une commune, au niveau d'un ministère d'une ville, si nous avons bien géré les entreprises, si nous avons tenu compte des règles démocratiques dans l'organisation politique du pays, si la gouvernance économique est normale et que tout se fait pour le bien de tout le monde, c'est la joie du cœur. Je ne serai pas académique, je vous l'annonce pour que vous soyez à l'aise. Et je dirais ce que le Père m'a dit de vous dire. Je demande que votre charité m'accompagne, comme dit Saint-Augustin, pour que je puisse laisser sortir ce que vous devez entendre. Je voudrais définir, après la définition, vous montrer un peu en quoi c'est pertinent pour l'Afrique de s'intéresser à la bonne gestion des biens. Ensuite, je voulais parler un peu des questions comme ça, je voulais vous parler un peu des aspirations des Africains, ce à quoi, quand on parle de développement, de gestion du bien, à quoi les Africains aspirent aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit d'en parler. Ensuite, il m'a montré, il m'a demandé de vous dire en quoi c'est insuffisant d'avoir les aspirations que nous avons aujourd'hui en Afrique. Et il m'a montré, m'a demandé de vous parler des réalisations actuelles qui se font en Afrique et qui devraient vous préoccuper. Et il y a une dernière partie majeure où la question se pose de savoir pourquoi faut-il aborder ces questions-là à l'occasion d'un congrès du renouveau. Puis ce sera la conclusion. Et croyez-moi, ce sera très simple à comprendre. Nous parlons de définition pour qu'on fasse semblant de vous expliquer d'où on est parti. J'aime beaucoup cette expression, de faire semblant. Savoir ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bon, nous tous nous le savons. Souvent c'est pour évaluer. Ah, le travail est bien fait par l'enfant. Vous avez vu son cahier, vous avez contrôlé son cahier, vous avez regardé son bulletin. Ah non, ça c'est bien ça. Il a 10 sur 10 en calcul. Ah, ainsi de suite. Donc, on peut évaluer avec ce terme-là. On peut considérer également que le bien, c'est un produit. Ah oui, ce bic-là, c'est pour moi. Cette maison-là, c'est pour moi. Donc, le bien peut être un objet hors de ma conscience, m'appartenant. Le bien peut être également commun, c'est-à-dire ne pas appartenir à moi seul. C'est pour ça qu'on parle de bien commun. Et j'ai commencé en donnant l'exemple de cette rencontre qui nous réunit, si je puis m'exprimer ainsi, et qui est un bien à tous. Nous sommes au 7e congrès du renouveau francophone, 7e congrès panafricain, c'est un bien commun, un bien qui appartient à plusieurs personnes. Ce bien, ma personne peut appartenir à plusieurs personnes, notamment les gens de ma famille. Mes enfants peuvent considérer, ah papa, tu manges un peu trop maintenant, fais attention, parce qu'on ne veut pas t'amener à l'hôpital. Ou bien alors, c'est les petits-enfants qui se disent, ah, tu te soignes pas assez, hein, ou on ne te voit pas assez. Attention papa, ce n'est pas comme ça, Pépé. Mais également, nous pouvons considérer
plus loin, les biens au niveau d'une famille, mais on peut aller encore plus loin, au niveau d'un quartier, au niveau d'un village, au niveau d'une ville, au niveau d'une nation. Et quand on aborde ces différents thèmes, vous voyez en quoi ça consiste. Au niveau d'une nation, au niveau d'un village, au niveau d'une famille, la thématique est souvent différente. J'ai rencontré quelqu'un la dernière fois qui me disait qu'il est chargé du culte dans son village et qu'il est allé interroger les gens pour savoir ce que c'est que bien faire, rendre bien ce service. On parle déjà des problèmes d'administration, de bien gérer. Et on lui a dit, dans un village voisin, quand on fait les immolations, quand on tue quelque chose pour une cérémonie, la première chose, que rien n'arrive dans la calebasse chez ta femme. Même la queue du cabri doit être laissée pour toute la communauté. Les gens tiennent compte de ça. Donc, la gestion du bien, l'administration du bien, c'est d'abord un service. Pour rendre le service, c'est ça bien géré. D'autres diront que dans une collectivité royale de notre pays, quand j'ai interrogé, quelqu'un m'a dit, quand les gens viennent, je leur donne à manger, mais je ne leur demande pas de me maintenir en poste. Mais toutes les fois que je suis venu à la fin de mon mandat, ils ont dit, chaque fois que celui-là est là, quand nous venons aux réunions, nous n'avons jamais faim. Donc, c'est la mort qui le séparera de nous, qui le restera toujours à son poste. Donc voilà des manières de voir la gestion du bien commun. Et vous verrez que c'est tout cela qui conduit à ce que nous appelons le développement. Développer, c'est mettre en place, comme je dis simplement, mettre en place une économie et un système de production, de relations qui permettent à une société de produire les éléments nécessaires à la satisfaction de ses besoins. C'est ça le développement. Se développer, c'est ça. Produire ce qu'il faut, que les transformations interviennent dans une société pour que la production permette de satisfaire. Nous ne sommes pas toujours proches de cela dans nos différents pays parce que quand vous regardez les statistiques des pays qui sont ici représentés, vous verrez que même quand le pays est puissant, les productions nationales ne suffisent pas. Il faut encore importer des compléments alimentaires de pays voisins ou de pays même très lointains. Par ces temps-ci où l'Afrique a pris goût au riz alors qu'il n'en produit pas assez, l'Afrique a pris goût au pain alors que nous ne cultivons pas le blé, etc. Donc, c'est difficile pour nous en Afrique. Vu que la production est inégale, si la production est inégale, ça signifie que les revenus sont inégaux également et qu'il y a des déséquilibres, des foyers de crise. Ne recevaient pas les repas comme il convenait et on a dû créer les diaconies. On a nommé des diacres, on a eu des diacres pour faire face à cette tâche-là. De la même manière, dans nos sociétés, il importe de nous intéresser au plus grand point à la bonne gestion des biens. Si vous voulez vous rendre compte de l'importance de la pauvreté dans notre région, dans nos pays, il faut seulement se rappeler que dans le système des Nations Unies, nous sommes parmi ceux qu'on considère qui doivent avoir des objectifs, parce qu'on sent que d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à identifier les priorités, à les atteindre. Un peu comme l'eau, quand les anges sont venus à Sodome, ils n'arrivaient pas à se lever, c'est les anges qui l'ont poussé dehors. De la même manière, nous aussi, les relations internationales ont trouvé les ressources qu'il faut pour se dire, bon, maintenant il faut aider certains pays comme les nôtres, on va leur fixer des objectifs. Et c'est ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire, que vous connaissez sans doute, et qui consiste à dire que de ces pays-là, il faut qu'ils aient atteint tel objectif pour 2015. Je sais que vous les connaissez, mais je vais vous les rappeler. Parmi ces objectifs, il y a par exemple d'essayer d'éliminer l'extrême précarité, l'extrême pauvreté,
parce que la pauvreté est très très importante chez nous, je l'ai déjà dit, et je vais l'illustrer de façon un peu particulière, parce que si vous prenez par exemple un pays comme le Togo, les chiffres officiels, je dis les chiffres officiels, du moins les chiffres que j'ai trouvés sur le net, et qui sont celui de Index Mundi, j'ai trouvé pour le Togo par exemple que 32% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. J'ai vu pour le Ghana 28%, j'ai vu pour le Mali 36%, j'ai vu pour le Bénin 37%, pour la Côte d'Ivoire 42%, pour la Guinée 47%, pour le Cameroun 48%, pour je donne les pays qui sont ici principalement, pour le Burkina Faso 46,7%, pour le Burundi 68%, pour le Tchad 80%, pour le Sénégal 54%, pour le Niger 63%, pour la RDC 71%, et on peut s'arrêter là. Ça, c'est pour les pays qui nous concernent directement à l'occasion de cette rencontre. C'est dire donc l'importance de la question. C'est les Nations Unies ont dit, attention, il faut aider ces pays-là à éliminer l'extrême pauvreté, c'est-à-dire en considérant que l'extrême pauvreté, ce sont déjà des gens qui, dans leur vie de tous les jours, n'arrivent pas à dépenser l'équivalent $1 par jour. Ça ne correspond à rien, si je peux m'exprimer ainsi, si je peux prendre la liberté de le dire, mais c'est les normes internationales, ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il appartient à chacun d'entre nous de voir à son niveau, puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas toujours les statistiques qu'il faut. Mais ce qui est écrit correspond à ce qui est publié dans la plupart des rapports. Et on nous demande de faire un effort en 2015 pour que... bon. Alors, en dehors de cela comme objectif, on nous a demandé également d'assurer l'éducation primaire pour tous. Ah, l'éducation primaire pour tous, vous voyez où nous sommes. On voudrait que nous aider à prendre conscience d'une chose grave. L'éducation est encore faible dans nos pays. Et l'accent est mis pour 2015 sur l'éducation primaire seulement. Les résultats globaux, si on regarde les statistiques, donnent ceci, ils donnent les chiffres pour l'ensemble de l'Afrique. C'est à peu près 78% la moyenne de la scolarisation brute aujourd'hui en Afrique, de façon brute, pour tout le monde. 78%, ça varie d'un pays à l'autre, mais c'est la valeur. Si nous prenons l'enseignement secondaire, nous sommes aux alentours de 30%. Si nous prenons l'enseignement supérieur, c'est entre 5 et 6%. Ouais. C'est pour cela que quelquefois, ça peut être difficile de se comprendre et de lire les rapports des experts qui nous concernent et qui nous condamnent. On demande également de prévoir l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes. C'est une question importante, l'égalité des sexes. L'autonomie des femmes, c'est un thème important. Au renouveau, nous n'avons pas ce genre de problème parce qu'en général, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, pour nous, la cause est entendue. Mais ça fait partie des objectifs pour 2015. On nous a également demandé de faire un effort pour réduire la mortalité infantile. Je ne vais plus donner d'autres statistiques pour ne pas vous ennuyer. On nous demande également d'améliorer la santé maternelle, parce que souvent les femmes, elles sont nombreuses qui meurent en couche ou qui ne sont pas bien soutenues après la naissance, des anémies, une anémie vraiment puissante qui entraîne beaucoup de choses parce que pendant la grossesse, l'alimentation ne convenait pas déjà pour nourrir une seule personne et on demande d'en nourrir deux. Vous voyez ce que ça donne à la naissance. On nous demande également de combattre le VIH, SIDA, le paludisme et autres maladies. On nous demande de préserver l'environnement. C'est une question très compliquée, la préservation de l'environnement. On nous demande de mettre en place un partenariat mondial pour le développement, c'est-à-dire développer des relations qui favorisent le développement. Si on en vient au niveau international à proposer des objectifs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont vraiment à la traîne. C'est ce que d'abord ça, c'est pourquoi je ne voulais plus donner des statistiques. Il y a des pays qui sont vraiment loin derrière. C'est pourquoi on leur dit, là, réveillez-vous, envoyez vos enfants à l'école, donnez à manger à vos femmes quand elles sont prégnantes, quand elles sont en train qu'elles sont à grossesse,
et puis bon, l'égalité des sexes, l'autonomie des femmes, qui sont, bon, je ne voulais pas insister dessus sur ce thème-là, mais vous savez que c'est un thème piège, parce que sur l'autonomie des femmes, va surgir une question comme celle de genre. Quand on parle de genre en Afrique, comme nous on n'est pas très lettrés, on croit qu'il faut être à parité dans un gouvernement ou à l'Assemblée nationale, mais vous savez bien que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin en ce sens que ça donne véritablement ce qu'on appelle, tout ce qui se passe maintenant en France, de façon publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On ne doit pas revendiquer la différence de sexe pour une femme ou un homme sur le plan social. C'est accessoirement qu'il s'agit d'une femme, mais une femme peut prétendre à des activités d'hommes, des activités de femmes, comme elle le souhaite, faire les deux si elle veut, changer comme elle veut. De la même manière, un homme peut être amené à faire des attitudes de femme, des attitudes d'homme. Le sexe n'y est pour rien. Et ça conduit à ce que vous connaissez, c'est-à-dire des hommes peuvent se marier, des femmes peuvent se marier, ainsi de suite. L'appel à joie du Christ. C'est pour cela que le Seigneur demande d'en parler parmi nous, pour que ce qui vient de loin, là, ne nous trompe plus. On nous avait trompés parce que nous ne connaissions rien du tout. Quand nous vendons un miroir, on pouvait déjà croire que c'était important. On pouvait vendre son frère pour acheter un canif ou pour recevoir un canif, mais aujourd'hui nous sommes beaucoup plus loin. Donc attention au renouveau, éveillez-vous, levez-vous, ne vous contentez pas de ce que vous faites jusqu'ici au niveau du renouveau. Préserver l'environnement est une question également très difficile. Pour nous, vous savez que la protection de l'environnement est une question délicate. Comment faire quand on doit cultiver avec la houe? Quand il pleut, les herbes sont très hautes. Comment obtenir qu'un paysan mette la main dans ces hautes herbes-là, rien qu'avec les coupe-coupes, rien qu'avec la houe? Parfois, ils pensent que c'est plus facile de mettre le feu de brousse. Et quand on met le feu de brousse, les études ont montré que ça a tendance à détruire la couche d'ozone et à déclencher ce qu'on appelle les changements climatiques, comme vous savez. Et ce n'est pas facile du tout pour nous. Non pas que ce soit résolu ailleurs. Il y a des pays qui ne veulent même pas en entendre parler. Par exemple, les États-Unis disent, vous dites quoi? Changement climatique? Ah bon, des experts ont dit que c'est important. Qui a dit que leurs études sont fiables? Le président américain George Bush a répondu, George Bush, fils, a répondu à des parlementaires, ne vous laissez pas surprendre. Hein. Il y a des techniciens, des experts qui ont été commis par les Nations Unies, qui ont constaté, chiffres à l'appui, mesures, observations à l'appui, que les climats changent. Mais rien ne prouve que ce qu'ils ont dit là est vrai. Or, qui parle? Celui qui parle, c'est un président élu. C'est de ça qu'il s'agit. Un président élu, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de son électorat. Si vous avez besoin de votre électorat aux États-Unis, ça veut dire que la pollution, les transformations qui viennent dérivent d'une part de la consommation de charbon comme source d'énergie domestique. J'ai les statistiques depuis 1960 sur la consommation d'énergie dans les ménages américains. Le niveau est toujours très élevé. Ils sont dans le charbon. Ensuite, il y a les hydrocarbures, le pétrole, l'essence pour les voitures. Les États-Unis considèrent que si on doit respecter ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto, il faut détruire 70 millions de véhicules, l'appel à joie du Christ. C'est pourquoi ils n'ont jamais accepté. Et ils ne sont pas prêts à accepter. Donc, j'ai fait là un clin d'œil au problème d'environnement pour montrer que, attention, restons vigilants. Donc, sur cette question-là, des objectifs du millénaire, je vous rappelle le commentaire qui est fait cette année sur les différents pays africains au titre du rapport de 2013. Au titre du rapport 2013, il est indiqué que les performances économiques de l'Afrique au cours de la dernière décennie sont importantes, mais de nombreux défis restent encore à relever. Vous l'avez compris. Ça signifie que nous sommes encore très loin. Et que la pauvreté, ce n'est pas pour nous. Nous avons tellement hésité. Comment faire? Nous savons que le congrès est organisé cette année. Où trouver 100 000 francs pour venir à Cotonou, c'est un problème pour nous tous. Parce que nous sommes dans la précarité. Et le Seigneur pourvoit. Et c'est pour cela que nous tous, nous pouvons être là aujourd'hui. Je vous ai donc donné les résultats en ce qui concerne à peu près la pauvreté,
Qu'est-ce qu'il y a encore en Afrique? C'est par exemple les conflits armés. Les conflits armés, vous les connaissez très bien. Toutes les fois où nos chefs d'État se rencontrent, que ce soit au niveau du Conseil de l'Entente, que ce soit au niveau des organisations régionales plus importantes, que ce soit de l'OUA, de l'Union africaine, les communiqués disent toujours qu'on déplore ceci. Il faut que la paix revienne par là. Ou bien alors, ils s'élèvent, ils sont révoltés par les trafics d'armes légères, etc., etc. Et les conflits, nous les connaissons bien en Afrique, les conflits armés. Ces conflits-là, comme vous le savez, dérivent de beaucoup de choses ces temps derniers. Ils dérivent par exemple des richesses minières d'un pays, je ne vais pas plus loin. Ils dérivent également du fait que depuis quelques années, on dit que les élections, la conquête du pouvoir se fera de façon démocratique. Et de ce fait, on ne sait pas bien comment organiser les compétitions pour le pouvoir, pour qu'on respecte l'état de droit. Et quand la compétition est terminée, on ne sait pas du tout comment monter au pouvoir. Comment conserver le pouvoir est un problème très important. Souvent, des influences ethniques peuvent intervenir, etc. Même des puissances non africaines peuvent aider à réfléchir, à se rebeller, ainsi de suite. Donc voilà, je ne dis pas plus sur ces problèmes-là que vous connaissez mieux que moi. Il s'agit là donc des problèmes qui nous poussent à parler ainsi qu'il convient de la bonne gestion des biens. Nous avons également les catastrophes en Afrique. Quand je parle de catastrophes, on peut déjà citer la pauvreté comme une catastrophe, les conflits armés comme une catastrophe. On peut citer également la rareté des pluies comme une catastrophe. Quand les eaux ne sont pas au rendez-vous, que les récoltes ne sont pas là, nous avons une catastrophe. Quand les eaux sont en surabondance, quand les paysans ne peuvent pas rentrer dans leur champs du fait de ceci, du fait de cela, et que les céréales pourrissent dans les champs, c'est une catastrophe pour nous en Afrique. Et nous n'avons toujours pas les ressources par nous-mêmes pour faire face à ce genre de situation. En dehors de cela, nous avons par exemple des questions comme les invasions de criquets, que vous connaissez très bien, ces mange-mille-là, ces sauterelles qu'on nous montre dans les ceintures, dans une carte de l'Afrique, on nous montre là des ceintures qui traversent toute l'Afrique sahélienne, depuis l'Afrique de l'Ouest jusque du côté de la Somalie là-bas. Donc des mange-mille arrivent qui détruisent les récoltes en un rien de temps. Donc voilà des problèmes qui nous perturbent et qui font que nous avons intérêt à faire attention à la bonne gestion des biens. Nous avons aussi intérêt à faire attention à la bonne gestion des biens parce que nous sommes d'anciens pays colonisés. La colonisation est passée par chez nous. Je ne vais pas vous parler beaucoup de la colonisation, mais je vous la rappelle. C'est un temps historique majeur dans nos pays et certains, c'est depuis 50 ans seulement qu'ils sont sortis formellement de la colonisation. D'autres depuis peu encore, c'est-à-dire depuis 2 ans ou depuis 3 ans. C'est un temps où ce que nous avons comme ressources est réquisitionné. Nous-mêmes, les terres que nous avons, les forces juvéniles, tous ceux qui pouvaient aider, par exemple, pour faire la guerre au Vietnam, ceux qui pouvaient être aidés pour faire la guerre, ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale, ce qu'on a appelé la Seconde Guerre mondiale, les guerres de décolonisation. Ils sont nombreux, des gens de notre région francophone, qui ont été aider la France en Algérie pour combattre les pélagas, etc. Vous le savez bien. La paix, la joie du Christ. Et quoique indépendant, comme vous le savez, aujourd'hui encore, je parle de 2013, quand nous avons une réunion internationale à New York, certains font le transit par Paris, d'autres passent par Bruxelles, d'autres par Londres, selon qu'ils dépendent soit de la Belgique, qu'ils dépendent de la France ou du Royaume-Uni. Ça signifie donc que quand on dit abat l'impérialisme, il y a encore des frissons ici et là. La paix, la joie du Christ. Donc, ce sont là des réalités qui peuvent nous perturber, dont nous devons tenir compte. Et c'est comme cela que je boucle cette partie sur l'obligation de veiller à ce qu'il y ait une bonne gestion des biens. Maintenant, le Seigneur m'a mis dans le cœur aussi de vous parler des aspirations, l'aspiration des Africains, nous tous qui sommes là, chacun d'entre nous nourrit dans son cœur une fierté de dire que son enfant est en train de faire, ou son frère est en train de faire un master au Canada, de terminer un master aux États-Unis, d'avoir acheté son iPad, son lecteur, son ordinateur à Rome l'autre fois.
et avoir des vacances. Si quelqu'un dit qu'il est allé en vacances, je ne sais pas, à Dapaon, on ne considère pas qu'il était en vacances. Mais si on dit qu'il était en vacances à Lille, les choses changent. Il était en vacances à Stanford. Ça change complètement là. C'est ça nos aspirations, c'est-à-dire, bon, et le Seigneur me dit de dire, mais vous ne savez pas à quoi vous aspirez. Vous ne savez pas à quoi vous aspirez parce que, comme le Seigneur le disait à la mère des fils de Zébédée, vous ne savez pas là ce que vous demandez. Quand aujourd'hui vous voulez ceci, aujourd'hui vous voulez cela. Parce que l'Europe que nous le regardons en nous méprisant nous-mêmes, considérant que le fait de prendre du taux ou de la pâte chez nous, ce n'est pas valorisant. Il faut prendre macaroni, il faut prendre du pain. Et nous oublions que les progrès qui ont été acquis dans ces pays que nous admirons dérivent, qui ont pris au moins 2 siècles. C'est-à-dire que si vous prenez les temps en France, bon, parlons de la France puisque nous sommes francophones, les temps, par exemple, de Colbert, c'est quand même 20 ans, hein, mettre en place la puissance, et puis tous les autres, c'est-à-dire les recherches industrielles, les succès au niveau de l'industrie, parce qu'au départ, l'Europe, quand elle sortait du Moyen-Âge, c'est-à-dire les temps qui passent, qui vont du 4e siècle jusqu'à vers le 11e, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la fin du le début des croisades, c'était encore ce qu'on appelait l'économie d'Aristote, l'économie naturelle d'Aristote, c'est-à-dire la prudence, le respect de la nature, ne pas consommer n'importe comment, et puis craindre pour sa propre vie. Dans son éthique Nicomaque, Aristote dit bien qu'il ne faut pas s'amuser à thésauriser, à garder, courir pour la richesse, que c'est immoral. Et puis sont venus après des gens qui sont des conquérants, c'est-à-dire des gens qui sont des mercantiles, ceux qui considèrent que ce niveau-là ne suffit plus. Il faut être un peu plus inventif, il faut être très riche, avoir un État puissant, il faut pouvoir créer des débouchés, il faut pouvoir imposer des produits à d'autres. Et comme vous le savez, c'est ça qui a donné les grandes explorations, c'est ça qui a donné les grandes conquêtes. C'est ainsi qu'un jour de Berlin du 19e siècle, on a dit l'Afrique, il faut la partager en tel nombre de parts, parce qu'il fallait des débouchés. Et avoir des débouchés, ça coûte très cher. Donc voilà cela. Donc les gens étaient amenés à avoir des débouchés. Il fallait chercher donc il fallait produire beaucoup pour être très puissant. Et cette puissance-là a éloigné un peu des origines, notamment de la crainte de Dieu, parce que l'Europe a d'abord été initialement chrétienne, vraiment. Entre le 4e siècle et le 11e siècle, toute l'Europe bénéficiait de ce qui a été acquis avec la conversion de Constantin dans l'Empire romain. Donc, tous ceux qui étaient les cadres de cette société européenne, que ce soit les rois du côté de l'Allemagne, les rois du côté de la France, les Mérovingiens, les Carolingiens, etc. Ce sont des gens qui se sont battus pour dire qu'ils servent l'empereur, mais ils servent Dieu également, en premier lieu. Et tous les nobles, tous les grands cadres savaient qu'ils devaient respecter Dieu et se confessaient régulièrement. S'ils avaient créé quelques dommages que ce soit, ils les réparaient, soutenaient l'Église de leurs ressources. Mais c'est cela qui est balayé à partir du XIe siècle, et c'est principalement d'ailleurs ces conditions qui ont permis de créer les ressources, la volonté qu'il faut pour les croisades, parce que les croisades, comme vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je rappelle tout simplement qu'à un moment donné, les lieux saints de Jérusalem, l'Europe avait constaté que c'était menacé par les Arabes, les musulmans, et qu'il fallait se battre pour cela. Et les gens se sont levés. Les croisades, il y en a eu 8, elles ont commencé au XIe siècle. La dernière, c'était de 1280, elle était la 8e croisade. Donc, c'est parce que l'Église a fait ce qu'il faut au niveau de l'Europe,
que l'Europe avait été aussi puissante pour se lever. C'est les chefs d'État qui sont devant. Les rois eux-mêmes étaient devant pour soutenir les croisades. Et c'est dans ces conditions que, à un moment donné, en 1732, nous avons entendu, pour ceux qui ont fait les humanités en France, en langue française vraiment, que Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Et sur le reflux des Arabes, bon ben ça s'est poursuivi dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne. Et pendant l'Espagne, ça a duré à peu près 7 siècles, c'est-à-dire du 7e ou 8e jusqu'à la haute découverte, c'est-à-dire jusqu'en 1400, etc. Donc c'était pour montrer l'importance de la foi en ces années-là. Il y a eu, en dehors de cela, ce qu'on a appelé donc le siècle des Lumières, que vous connaissez aussi, qui était quelque part un résultat des croisades, parce que comme vous savez, les croisades ont permis de découvrir ce qu'on appelait les documents anciens, les textes anciens. Je ne vais pas vous blaguer en insistant dessus, mais c'est important de le dire, parce que ces textes anciens étaient vraiment des textes très puissants. Il suffit tout simplement de connaître, par exemple, les fables d'Ésope, donc de l'Antiquité, mais quand vous entendez les fables de La Fontaine, c'est une reprise des fables d'Ésope. Ouais. Si vous reprenez par exemple le théâtre, tout le théâtre français, par exemple du XIe siècle, la manière d'organiser en un jour, en un lieu, la règle des 3 unités, si vous êtes intéressé aux arts dramatiques dans cette période-là, c'est une tradition grecque, ça, la règle des 3 unités. Donc les gens ont trouvé ces textes, et je suis sûr qu'on ne peut pas trouver ces textes-là et ne pas être surpris par la rareté de ces documents anciens. Récemment, moi-même, je me suis porté acquéreur d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Rien qu'en lisant l'introduction de Paul Claudel, mon Dieu, je me disais, c'est pas vrai ça. C'est ce récit de griot, l'Iliade, non, c'est fou. Vous ne pouvez pas lire l'Iliade ou l'Odyssée et rester indifférent. C'est pas vrai. Mais quand ils ont retrouvé, ben, la foi avait baissé aussitôt parce qu'ils ont dit non, mais la raison va l'emporter, et puis. Ça a donné le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, ce sont donc ces gens qui ont dit on ne croira plus comme avant, on ira à l'école. Puis ça a donné les encyclopédistes Diderot, et etc. La suite, c'est quoi? C'est la révolution qui a mis fin à ce siècle des Lumières. Chateaubriand parle brillamment dans le génie du christianisme. Et puis ensuite, il y a eu ce que nous avons considéré comme l'industrialisation qui a accompagné la déchristianisation avec la Révolution. On a pris les maisons de l'église, on a vendu ça comme des biens nationaux, et puis, c'était difficile, la persécution, le travail avec l'industrialisation du 19e siècle. Les gens ne voulaient plus ils ne voulaient plus craindre Dieu. Ils voulaient se contenter de savoir. Et Saint Paul dit dans Corinthiens 1 Corinthiens, au chapitre 8, verset 1, que la connaissance seule rend orgueilleux. Si la connaissance n'est pas doublée de la crainte de Dieu, on se perd. Et c'est bien ce qui s'est passé en Europe. Les gens se sont lancés dans la connaissance. Il y a les capacités industrielles qui ont été mises en place. Le 19e siècle est devenu quoi? On ne peut plus aller à la messe. Les évêques criaient attention, ce n'est pas comme ça, mais les gens ne voulaient pas suivre. Et ça a donné ce que vous savez, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 1914, malgré les alliances qu'il y avait à l'époque, mais qui étaient des alliances qui excluaient Dieu. Il y avait une alliance autour de la France et la Russie et le Royaume-Uni. Il y avait une alliance autour de l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie, etc. Ben, quand les problèmes se sont posés, ces alliances-là ont volé en éclats parce que ce n'était pas suffisant pour arrêter. La guerre a été difficile, comme vous savez. Près de 20 millions de blessés, je ne vous donne pas les noms des morts, 20 millions de blessés. Et pendant la guerre, la Vierge Marie disait aux gens de Fatima, faites attention, si vous ne priez pas en Europe, c'est ce qu'elle a dit aux voyants à Fatima, si vous ne priez pas, cette guerre va finir, mais il y en aura une autre. On vous a prévenu. Et ensuite, il y aura la Russie. La Russie viendra et vous serez surpris. Et vous savez comment ça s'est terminé? Dès octobre 1917, la Russie est effectivement venue.
prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Vous connaissez ce terme-là. Ah, et vous savez ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'un pays puissant, comme la Vierge Marie l'a dit, parce que la Vierge avait dit, si la Russie vient, il y a des nations qui vont disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la première victoire pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'Allemagne, sur le continent européen, c'était Stalingrad. Les troupes allemandes n'ont pas pu prendre Stalingrad. C'était foutu. La première victoire, c'était en Afrique, à la main. La première en Europe même, c'est Stalingrad. Et le reste, le système militaire soviétique s'est mis en place et s'est retrouvé aux portes de Berlin. Rien n'a résisté à Staline. La Vierge Marie avait prévenu. Quand les Américains ont constaté que les Russes étaient déjà à Berlin, ils ont dit, ah, si on ne se lève pas, l'Atlantique est à 2 pas de Berlin. Donc toute l'Europe serait envahie par l'Union soviétique. C'est pour cela que les États-Unis se sont levés et on a organisé rapidement ce qu'on appelle les accords de Yalta. Je vous les rappelle seulement puisque vous le savez. Alors, et puis quoi d'autre? Ils se sont arrêtés à Berlin, mais le frisson traversait toute l'Europe, puisque vous savez que de temps en temps, on entend dire « ils viennent ». En France, personne n'a la paix, on se dit « les soviétiques viennent ». Et le père Pilet allait voir Marc Robin pour dire « ah, on a dit qu'ils viennent ». On a dit, et Marc Robin de dire « non, ne t'inquiète pas, la Vierge Marie apparaîtra ». Et c'est comme ça qu'il y a l'appellation de l'île Bouchard, que vous connaissez, en 1947. La Vierge Marie est arrivée avec l'archange Gabriel. Vous le connaissez aussi. L'appel à joie du Christ. Alors, c'était donc comme cela. La Russie était très puissante. Elle est restée très puissante puisque en 1961, elle a été en mesure d'envoyer dans l'espace un individu. C'était la première personne dans l'espace, dans un engin qui tournait autour de la Terre, c'était Gagarin. Comme vous le savez, c'était en 1961. Les États-Unis, qui étaient la puissance voisine, c'est seulement quand John Kennedy a été élu en 1962 qu'il a mis en place une politique de conquête de l'espace qui a abouti à l'alunissage que vous connaissez également, John Glenn, sur la Lune, donc pour essayer de rééquilibrer. Mais en 1961, la Russie était déjà dans l'espace. Cela est très important pour nous, ces rappels-là, parce que nous ne savons pas toujours ce que nous admirons. C'est pourquoi le Père m'a dit de vous le rappeler de façon particulière. Et la Russie est restée très puissante parce que, et ça revient à la colonisation, vous savez, dans le livre de Lévitique, on dit que 50 ans après, il faut libérer les esclaves. Mais nous, depuis la fin 19e jusque vers 1950, nous étions colonisés. Nous avons été réquisitionnés pour tout. Mais l'arrivée de la Russie, c'était comme le ciseau ou les rasoirs tranchants que le Seigneur est parti louer de l'autre côté de l'Euphrate pour libérer les Africains. Et c'est ainsi que, grâce à la Russie, principalement, les idées de liberté, ah, les pauvres, vous pouvez ceci, les pauvres, vous pouvez cela, ça a donné ce que vous savez, les guerres d'Indochine, la rencontre de Bandung, la guerre d'Algérie, nous étions déjà indépendants en 1960, on a pensé qu'il valait mieux se débarrasser des gens, sinon ça n'allait plus. De la sorte, c'est quand, comme le disait la Vierge Marie, le pape Jean-Paul II a consacré le monde au cœur immaculé de la Vierge Marie, particulièrement la Russie, que la Russie même a fini son mandat à la Russie soviétique. C'est ainsi que, donc, un an après cette consécration, ça a changé. La Russie a commencé par tomber comme un château de cartes. J'étais au Burkina cette année-là quand j'ai vu un ambassadeur soviétique venir déposer des gerbes de fleurs à Yagma, au sanctuaire marial. Je dis, oh, quelqu'un qui était communiste vient déposer des gerbes de fleurs à la Vierge Marie. C'est que les temps ont vraiment changé. La paix et la joie du Christ. Donc voilà en ce qui concerne ce phénomène-là. Et nous avons... Il est 45 minutes. Dieu soit béni.
En dehors donc de cette guerre qui a secoué et qu'il y a eu la seconde qui a secoué, comme j'ai déjà dit, il y a ce que nous connaissons ces derniers temps, c'est-à-dire la crise, les crises répétées parce que, comme vous le savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dégâts étaient vraiment énormes. Et au niveau mondial, les gens se sont dit, il faut faire quelque chose pour relever les pays, parce que si on ne faisait pas quelque chose pour relever les pays comme l'Allemagne vont devenir complètement russes. Même la France ne s'en sortirait pas après les bombardements, etc. Donc c'est comme cela qu'il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelait le plan Marshall, que vous connaissez sans doute aussi. Que vous connaissez, merci. Alors, ils se sont répartis les ressources. Et pour ceux qui n'avaient pas accès, par exemple, à ces ressources du plan Marshall, c'est pour eux qu'on a créé ce que vous savez aussi qu'on appelle le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un répondant, c'est-à-dire les pays pauvres, à un moment donné, ils ont trouvé des avocats pour défendre cette thèse, puisqu'on a créé les Nations Unies entre-temps, et on a dit, on va mettre en place également un programme de crédit pour ces pays-là. C'est ça qu'on a appelé les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, qu'on appelle le PNUD dans nos différents pays. Alors, ces ressources du plan Marshall, qu'on appelait le plan Marshall, ça a permis justement de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, c'est-à-dire entre la fin de la guerre et 1973 en Europe, vraiment c'était un boom économique, un boom social, les enfants naissaient, les industries ont repris, etc. Les problèmes se poseront seulement quand il y aura la crise pétrolière de 1973, que vous connaissez aussi, que je ne vais pas rappeler. Alors, nous avons depuis une autre crise encore un peu plus lourde de ces pays, c'était l'été 2007, puis les dettes ont commencé par s'installer. Vous les connaissez, ces dettes-là, la crise, on a parlé de subprime. Les dettes, par exemple, des États-Unis s'élèvent à 8,5 trillions de dollars. Et pour financer cette dette, les États-Unis émettent des bons de trésor. Si nous prenons par exemple l'Europe, la dette publique atteint 79% de leur produit intérieur. La France, par exemple, est le premier emprunteur d'Europe, parce qu'il ne s'en sort pas seul, avec 450 milliards d'euros pour la France. Si nous prenons l'Italie, 393. Si nous prenons l'Allemagne, 386 milliards d'euros. Si nous prenons le Royaume-Uni, 279 milliards. Je dis ça rapidement, comme vous ne prenez pas note, je vais vite. Donc, malgré ces difficultés-là, il y a toujours un réseau bien monté qui permet, par exemple, aux épargnes des pays du Sud de retourner dans ces pays du Nord et de leur permettre de maintenir leur train de vie parce que, comme vous savez, quand vous visitez les pays européens, vous savez qu'ils ont été construits aux frais des autres. C'est aux dépens des autres qui se sont construits. Tout le monde est d'accord qu'en Europe, aucun député n'a les ressources propres pour faire sa campagne électorale. Et que c'est vers nous, c'est vers nos pays, c'est vers nous qu'ils viennent pour que. Et ces temps derniers, c'est un peu compliqué parce que beaucoup d'autres puissances sont en train d'arriver dans la zone et c'est un peu difficile. Je dis quoi? Je veux dire par là que si vous circulez dans Cotonou, sur 10 véhicules que vous trouvez dans la circulation, il y en a 9 ou 9,5 qui sont japonais. La paix, la joie du Christ. Et nous sommes dans un contexte où même quand les sociétés sont bénéficiaires, on continue de licencier. C'est sur cette base-là que les gens créent leur fortune. Et cette dernière crise, je voudrais citer à nouveau un économiste togolais. C'est le monsieur William Bolouvi qui disait que les transferts d'épargne sont vraiment forts et que ça donne des commissions pour les intermédiaires, des commissions vraiment exorbitantes. C'est des choses que nous ne connaissons pas, mais que nous devons apprendre à connaître au niveau du renouveau. En quoi cette dernière crise a été un problème pour nous en Afrique?
c'est déjà que les gens ne peuvent plus acheter ce qu'ils achetaient, puisque comme vous savez, nous sommes dans des incohérences importantes, en ce sens que nous produisons du coton, mais nous ne le consommons pas vraiment. Nous consommons du riz, mais nous ne le produisons pas vraiment. Ce que nous produisons vraiment, nous ne le consommons pas. Et nous sommes toujours en train de négocier pour obtenir que les autres ouvrent leur marché à notre produit, comme par exemple le coton. Et nous reprochons à ces pays-là de subventionner les producteurs de leur pays. À un moment donné, nos chefs d'État se sont même mis dans la danse, les grands producteurs de coton de notre région. Ils ont fait une délégation de haut niveau pour aller négocier avec les pays pour dire « Ah, il faut nécessairement que vous réduisiez les subventions que vous donnez à vos producteurs parce que ça, ce n'est pas un avantage pour nous. » Donc, nous avons pensé qu'on peut aller négocier avec les autres pour obtenir qu'ils suppriment les subventions qu'ils donnent à leurs cotonculteurs. Et c'est mal comprendre le système social. Eux, ils sont dans des sociétés où ils sont élus. Subventionner la production de coton dans un pays comme les États-Unis, dans un pays comme la Grèce, c'est aider ceux qui m'ont porté au pouvoir, c'est tout. Ça n'a pas un autre sens. Mais en Afrique, nous ne soutenons pas nos producteurs. Ouais. L'Europe soutient les productions de viande et ça permet par exemple d'avoir la viande au Bénin ici avant la dévaluation, pour avoir le kilo de viande sans eau à 600 francs, à 500 francs, alors qu'au marché, vous l'avez à 900, 1000 francs, etc. sur place. Eux, ils subventionnent. Nous, on leur dit, on négocie, on leur demande d'arrêter. Et l'Organisation mondiale du commerce se bagarre pour que on nous répare, il y a des réparations. C'est vrai. Mais eux ne laisseront jamais tomber leurs producteurs. Jamais. C'est nous qui n'avons pas de politique précise dans la matière. Au niveau de la francophonie, nos réunions s'étaient tenues ici à Cotonou, à l'hôtel Marina, où les diplomates africains eux-mêmes ont constaté que cette thèse-là des États africains était mal élaborée parce qu'ils n'avaient pas une formule B. Ils n'ont pas prévu quelle réaction avoir si les États refusaient de donner, s'ils refusaient d'arrêter les subventions. Ouais. Donc, c'est une question importante pour nous, le problème de la production agricole. Et c'est cette question-là, les conditions de vie, ces licenciements, même quand on est bénéficiaire, le terme dit de rappeler que c'est cela que nous admirons. Est-ce que c'est cette société-là qu'il nous faut? Une société qui s'éloigne de son amour, une société qui ne le craint pas, où l'homme n'est rien du tout malgré la loi. On fait même la loi, c'est-à-dire, on dira que la loi autorise tout parce qu'on a la majorité, et c'est comme ça qu'on a autorisé les avortements. Mais tous les chrétiens européens savent, dans leur âme et conscience, que leur conscience n'est pas en paix, même si la loi autorise l'avortement. Nous sommes d'accord sur ça. On a entendu des aumôniers, des prêtres qui ont confessé des gens dans les hôpitaux. Vraiment, c'est dramatique. Donc, il n'est pas bon que nous, en Afrique, nous continuons d'admirer cela, parce que ce sont des gens qui ne respectent pas Dieu. Qu'est-ce que nous devons admirer? Nous devons admirer l'étape où nous sommes. Et quelle est l'étape où nous sommes? C'est celle-là des objectifs du millénaire là, de tout à l'heure. Obtenir que d'ici 2015, nous ayons vraiment renforcé la scolarité primaire. Et c'est un effort que nous faisons. C'est le niveau que nous avons aujourd'hui. C'est le niveau que nous avons aujourd'hui. Obtenir que nous nous souvenions que nous ne sommes qu'à 50 ans d'indépendance. Et nous voulons avoir les mêmes résultats sociaux que des gens qui ont mis 2 siècles au moins pour devenir très puissants. Qui ont été si puissants qu'ils sont venus nous coloniser. Et nous regardons de ce côté-là, en méprisant cela. Nous confectionnons même des projets à l'effet de montrer que nous sommes des gens dont il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié des Africains. Alors qu'on n'a pas besoin d'avoir pitié. De quel paysan on a pitié dans le village? Il a le maïs, il a le mil, il a le yam. Il demande la pitié de qui, le paysan? Personne. Personne. Le gombo est au champ là. Le piment est au champ. C'est accessoirement qu'il y aura du poisson s'il y en a, mais ce n'est pas nécessaire. Et ça se passe bien pour lui. Avec le gombo,
et le piment. Donc, on me demande de vous rappeler cela. Obtenir que nous nous souvenions que nous sommes indépendants et que c'est un morcellement de l'Afrique, l'indépendance. Nous avons été morcelés. 54 États, plus ou moins viables, 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, pas de marché véritable. Hein? Comment on fait? Dramatique. C'est pour cela que nos chefs d'État et nous tous, avec les chefs d'État, nous avons commencé par parler, si on prend l'Afrique de l'Ouest, du Conseil de l'Entente. Peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est, tout en étant de l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest. On parle de l'UEMOA. Certains préfèrent être au renouveau et ne pas ignorer l'UEMOA. On a mis en place la CEDEAO. Certains préfèrent être au renouveau en ignorant la CEDEAO. Parce que ouais, on ignore. On préfère ignorer. Si nous prenons les autres régions, nous avons l'Afrique centrale a les mêmes structures que l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique australe, c'est pareil. Et nous devons nous préoccuper de cela. Nous avons eu à un moment donné ce qu'on a appelé l'OUA, puis ensuite, depuis les années 2000, qui ont commencé, nous avons l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une organisation qui a mis en place une commission de l'Union africaine, qui a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD. Ce NEPAD-là, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas envie de connaître, le NEPAD a mis en place ce qu'on appelle le MAEP, mécanisme africain pour l'évaluation par les pairs, j'avais déjà expliqué ça plus haut, qui s'efforce d'eux. Et il n'y a que 35 pays qui s'intéressent à cela. Donc, nous avons vraiment tort de sous-estimer cela. Obtenir que des gens dont les pays ne sont pas membres du MAEP se lèvent en partant d'ici pour faire l'effort, le lobbying qu'il faut pour obtenir le MAEP, c'est ce que le Seigneur me demande de vous dire, si votre pays n'était pas membre du MAEP. Parce qu'il n'y a que 17 à avoir commencé les évaluations. Alors, quoi d'autre? Cela signifie que sur le plan agricole, nous nous efforçons au niveau continental de formuler une politique. C'est le problème de l'emploi. Nous nous efforçons également de formuler une politique. Mais ce n'est pas le lieu d'insister sur tout ça, puisque vous connaissez et vous savez que les institutions se réunissent régulièrement comme il le convient. Des pays qui passaient le baccalauréat dans un pays voisin en 1968, un temps après, ont tous les niveaux de formation. Des pays qui n'avaient aucun universitaire formé à l'indépendance ont 20 ans après